Donc pour commencer un peu dans le style de ce qu'a dit Antoine, c'est vrai qu'il y a un problème énorme sur lequel tout le monde bute, en sciences, mais en anthropologie aussi, et, si j'ose dire, au niveau religieux. Puisque nous voyons expérimentalement, en tout cas dans nos pays, les églises se vider. On pourrait se poser la question quand même, pourquoi? Alors il y a un défaut de transmission probablement, mais il y a peut-être autre chose. C'est-à-dire que chaque fois qu'on arrive à une difficulté, une crise comme on dit, c'est qu'il y a quelque chose, un pas nouveau à faire pour franchir la difficulté. Et il semble que la difficulté que nous rencontrons à notre époque est nouvelle. C'est pas pour flatter notre époque de faire des nouveautés, mais il y a quelque chose qui aboutit. Et la grande difficulté, c'est que nous devenons en quelque sorte schizophréniques. C'est que nous cultivons des sciences dont tout le monde a plus ou moins l'écho, quelques-uns les pratiquent vraiment, mais c'est peu de monde en fait. Mais à travers la publicité ou l'école, on a quelques échos des résultats que la science établit. Et d'un autre côté, alors ici il n'y a pratiquement que des chrétiens, si j'ai bien compris, mais il n'y a peut-être pas que des chrétiens, le christianisme s'étiole et rentre dans une espèce de fidéisme. Le fidéisme, c'est dire je crois parce que je crois, j'ai eu cette grâce, et voilà. Autrement dit, on est devenu incapable de rendre compte de la vérité de la foi par la raison. Ce que Saint Pierre, dans une épître, demande qu'on fasse. Soyez prêts à rendre compte de votre foi, avec modestie et douceur, mais il faut savoir rendre compte. Or, dans le monde contemporain, au niveau de la pensée, apparemment, nos amis philosophes et même théologiens butent sur une question, c'est qu'ils ne peuvent pas rendre compte de la vérité de la foi. Ils l'affirment, merci, c'est un beau témoignage, ils l'affirment, mais n'en rendent pas compte. Alors il peut y avoir beaucoup de raisons à cette crise, et une des raisons, c'est ce qu'a évoqué Antoine, c'est qu'on arrive dans une espèce d'impasse au niveau de la pensée. Et c'est vrai au niveau de la physique, je suis content qu'il l'ait évoqué, mais c'est vrai au niveau théologique aussi. Parce qu'à part répéter ce qu'a dit saint Thomas d'Aquin il y a 8 siècles, on ne trouve rien de bon à dire. Entrez. Alors, le problème d'une impasse, c'est qu'on s'en rend compte quand on y est. Avant, on ne s'en rend pas compte. Vous pénétrez dans une impasse, sans savoir que c'est une impasse. La rue ressemble à toutes les rues. Quand c'est que vous apercevez que vous êtes dans une impasse? Quand vous touchez le fond. C'est simple. Au début, bon, il y a des immeubles, il y a des arbres, on marche, et si ce n'est pas signalé, on s'en aperçoit pas. Et si l'avenue est très longue, on peut marcher longuement dans une impasse. Et y faire un tas de choses très intéressantes, visiter des amis, et ça peut durer. Alors je crois qu'il y a une impasse dans laquelle on est rentré il y a 25 siècles. Elle s'appelle Aristote. Qui est encore, et toujours, et aujourd'hui, le fondement de la pensée quand on explicite des choses en théologie, sauf dans la théologie mystique, et quand on explique les choses, avec quelques équations, en physique. Derrière, il y a la même perception du monde et la même logique. Parce que pour penser, il faut 2 instruments, nécessairement. Il faut d'abord l'analogie et deuxièmement une logique.
l'analogie est très peu étudiée, parce qu'on laisse ça aux poètes, parce que, évidemment, toutes les métaphores poétiques fonctionnent sur l'analogie, et dans la vie courante, comme disait Antoine, on l'emploie très couramment, sans trop examiner la rectitude des analogies qu'on emploie. Il y a beaucoup de flou, mais c'est pas grave dans la vie quotidienne. Dans la vie religieuse, ça devient plus grave, parce que ça fait faire quand même beaucoup d'erreurs, de ne pas savoir utiliser l'analogie correctement. Et c'est une des sources, entre autres, des hérésies, qui jalonnent l'histoire du christianisme, depuis le début, et encore aujourd'hui. Donc on doit avoir le bon usage de l'analogie, alors je ne vais pas faire un cours là-dessus maintenant, et une logique, pour concaténer les énoncés que nous faisons, dans quelque domaine que ce soit, de façon que ça soit transmissible et intelligible. Et il y a un problème, donc je ne vais pas penser en parler tout de suite, mais Antoine y a fait allusion. Il y a un problème, est-ce que la logique issue d'Aristote, qui s'est perfectionnée au Moyen-Âge avec la logique scolastique, et bien plus perfectionnée encore au 19e siècle, à partir du 19e siècle, c'est très récent, dans la logique mathématique. Et ça aboutit à des monuments de pensée, mais qui ne fonctionnent jamais que sur un principe, qui n'a jamais été remis en cause, sur la négation. Il faut un opérateur fondamental pour faire de la logique, c'est la négation. Il se trouve qu'avec un ami mathématicien, un jour, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est qu'une négation? Donc, on ne pose jamais la question à propos des choses évidentes. La négation, personne n'a demandé, mais qu'est-ce que c'est finalement? Hein? Ah, nona, bon d'accord. Je suis dans la pièce, je ne suis pas dans la pièce. Ah bon. Ça s'appelle une logique à deux valeurs. Alors, dans le monde des sciences, ça coince suffisamment pour que depuis une cinquantaine d'années, quand même, des gens cherchent des logiques alternatives. Parce que c'est comme dans la politique. Et ils ont cherché, donc, il y a eu des résultats, des logiques floues, comme la logique de Zadé, très intéressante, et des logiques à plus de deux valeurs, des logiques à trois valeurs, avec Nicolescu et compagnie, des logiques à quatre valeurs, à n valeurs, avec un présupposé fondamental jamais remis en cause, c'est qu'il y a eu une négation. On peut pas. De toute façon, on ne peut pas parler sans la négation. Si vous m'écoutez bien, toutes les phrases sont ponctuées de négation. Et même si je disais un seul mot, il y aurait de la négation dedans. Pourquoi? Parce que pour construire un langage, on est obligé d'utiliser l'analogie. Et si je prends le mot arbre, par exemple, alors tout le monde comprend ce que ça veut dire, sauf que ça désigne une infinité de choses, enfin en tout cas beaucoup de choses. Il y a 35 000 espèces d'arbres et quelques millions d'arbres sur la Terre. Donc c'est un mot très abstrait à partir de l'expérience de ce que nous appelons un arbre. Donc il y a une définition implicite derrière, qui est quelque chose comme un tronc ligneux avec des branches. Bon. Alors il y a du flou, parce qu'il y a des petits arbustes, justement, on change avec le mot. Et puis à la limite on ne sait pas, est-ce que c'est déjà un arbre, pas un arbre, entrez. Et puis il y a du flou de tous les côtés. Mais c'est très utile parce que ça permet de parler. Alors évidemment, c'est le contraire de ce qu'on fait en mathématiques, où on essaye de réduire le champ du flou autour des concepts pour qu'il soit à peu près un concept unique, qu'il n'y ait pas de flou. Et donc, si je dis le mot arbre, il y a de la négation, vous l'entendez?
Pourquoi? Parce qu'il faut que je donne une définition au mot pour que, si j'ai une bouteille devant les yeux, je puisse dire ça n'est pas un arbre. Et quand je dis arbre, ça veut dire, et que j'ai la définition dans la tête, au moins l'image, ça veut dire que j'exclus tout le reste. Il y a forcément une négation implicite dans n'importe quel énoncé substantif. Donc la négation est l'acte mental le plus fondamental qu'on puisse penser pour que l'homme puisse parler. Et donc il valait la peine de se demander ce que c'est qu'une négation. Et quand on se pose cette question, alors on est gros gens comme devant. Qu'est-ce que c'est qu'une négation? Et alors on consulte la littérature, scientifique bien sûr, mathématique à l'occasion, puisque mon ami qui est mathématicien, il est à la retraite maintenant, professionnel, je lui dis dans tes grandes bibliothèques de mathématiques à l'université, tu devrais trouver quelque chose sur la négation. Il fait chercher quelques étudiants qui sont doctorants, rien. C'est simple, il n'y a rien. Donc le champ est libre, et donc je lui dis, moi il me faut une définition de la négation. Voilà. Alors on a trouvé, c'est très simple, mais il faut y penser, c'est une fonction évolutive sans point fixe. Ah. Je ne vais pas plus loin. Mais dès qu'on a une bonne définition, on se dit, mais pourquoi y a-t-il qu'une négation? Parce que je pourrais bien fabriquer des fonctions évolutives sans point fixe tout à fait différentes. Et c'est ce que nous avons fait, et donc nous avons mis au point une nouvelle logique, qui s'appelle la logique quaternaire, qui n'est pas la logique quadrivaluée. Elle a 4 valeurs, comme la logique quadrivaluée, mais surtout, la grande nouveauté, c'est qu'elle a 3 négations. Comme dans notre cerveau, il n'y a qu'une seule négation en jeu habituellement, parce que c'est ça qui sert dans le langage habituel, et même dans le langage philosophique, et même dans le langage scientifique, jusqu'à présent. Si vous dites qu'il y a 3 négations différentes, je comprends très bien que ça ne peut rien vouloir dire pour vous. C'est strictement incompréhensible. Alors il faudrait entrer dans la technique que je ne vais pas faire maintenant. Mais c'est pour donner un fond à ce qu'a dit Antoine, et c'est sur ce fond d'ailleurs d'une pensée où s'exercent 3 négations différentes. C'est pas nier 3 fois de suite, c'est 3 négations différentes. On peut nier de 3 façons différentes. Et effectivement, le miracle alors, c'est que nous avons découvert que cela fonctionnait parfaitement bien dans l'écriture sainte. On a essayé d'appliquer ça un peu à la physique des particules aussi. Bon, mais il y a des choses qui fonctionnent pas tout, il faudrait toute une équipe pour travailler là-dessus. Mais dans l'écriture sainte, il se trouve qu'il y a des passages de l'écriture qui, si on a ce modèle-là dans la tête, alors sont parfaitement clairs. Alors que lorsqu'on n'a pas ce modèle-là dans la tête, parce que c'est nous qui construisons les modèles, hein, eh bien ils paraissent soit inintelligibles, soit enfantins, soit mythiques. Bon, les anciens racontaient ça comme ça. Par exemple, la création en 6 jours. Ah bah, à cause de la semaine et tout. Ça, c'est des surinterprétations de gens qui ignorent tout. Et qui prenaient, avec une hypothèse, c'est que les anciens étaient moins instruits que nous, ce qui n'est pas évident, qu'ils étaient idiots, ce qui est encore moins évident, et surtout que l'inspiration ne joue pas son rôle. Parce qu'on peut être dépositaire d'une forme de pensée qui dépasse ce que nous en comprenons nous-mêmes. Et d'ailleurs, si nous sommes chrétiens, c'est ce qui nous arrive. Il y a beaucoup de choses dans les Écritures, dans la révélation, dont nous sommes dépositaires, que nous croyons parce qu'on a de la bonne volonté, et puis peut-être une grâce, mais que nous ne comprenons pas. Mais nous en sommes quand même dépositaires. Et ceux qui l'ont écrit, ils étaient aussi dépositaires.
Est-ce qu'ils ont compris ce qu'ils disaient? C'est pas sûr. Et c'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est qu'ils aient reçu. Et que nous puissions découvrir, après eux, qu'ils avaient été inspirés et à un degré inouï, et qu'on peut le prouver aujourd'hui, ça serait peut-être la solution à tout cet athéisme rampant dans lequel nous nageons, même les croyants. Parce que de temps en temps, ça m'arrive de poser question à des gens qui sortent de la messe à l'église, et qui ne croient pas du tout ce qu'ils viennent d'entendre. Je raconte cette anecdote, ça libère un peu par analogie. Un jour, c'était un 8 décembre, je sors de la messe de l'Immaculée Conception, puis tout joyeux, j'étais content, on était qu'appelés 3 tendus à la messe, c'était en semaine, et il y a une dame que je connaissais un peu, catéchiste au demeurant. Je dis quand même, quelle belle fête, l'Immaculée Conception. Et on sortait de l'église. Elle me dit, parce que vous y croyez, vous? Alors je me suis trouvé bête, j'ai dit, oui. Mais à notre époque, est-ce qu'on peut croire à des bêtises pareilles? Mais c'est dans l'esprit catéchiste. C'est dans l'esprit, je ne dis pas l'athée du coin, la catéchiste du coin. Vous comprenez dans l'état où nous sommes? Bon, donc alors ça c'était l'introduction de l'introduction. Alors nous entrons dans le vif du sujet. Ah, il me faut des lunettes. Le vif du sujet, c'est de répondre à ça. Alors d'utiliser ce qu'Antoine a dit, mais je ne vais pas entrer dans la technique parce que ce n'est pas le lieu, je crois. Mais je vous signale, ça existe, que ça rend mes ouvrages un peu difficiles à lire, paraît-il. Mais si on les lit 2 fois, 3 fois, on s'habitue, on finit par comprendre. Vous savez, un enfant qui naît, il ne sait rien. Il entend bavarder autour de lui. Au bout de 5 ans, il connaît une langue. Comment il a fait? Rien. Et bien pendant 5 ans, vous lisez mes ouvrages, je vous assure, vous les comprenez à la fin. Moi, j'ai mis plus de temps à les écrire. Parce que justement, c'était pas déjà fait. Donc voilà. Donc, nous abordons un problème, donc nous prenons notre temps. Je commence quelque chose qui se termine demain soir. Enfin, demain midi. Sur la nature humaine. Qu'est-ce que c'est que la nature humaine? Alors, la présentation était tout à fait juste. David, qui est inspiré, et parce qu'il est prophète et roi, dit, qu'est-ce que l'homme que tu en prennes souci? À peine l'as-tu fait moindre qu'un Dieu. Bon. Ça veut dire que c'est peut-être important quand même, l'homme. Et il pose la question à Dieu. Ce qui est tout à fait raisonnable. Il va manquer des chaises, peut-être là-bas. Et donc, on va essayer de bien examiner ce que c'est que la nature humaine. La première chose à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la notion même de nature humaine est contrebattue et même effacée du discours philosophique. Alors, il se trouve que la Providence est avec moi, c'est que je me disais, mais par où je vais commencer? Parce que le sujet est immense. Et j'ouvre la radio à un moment de pause dans mon travail, et je tombe sur un discours du professeur Proscience, professeur au Collège de France, biologie moléculaire et tout, éminence dans son domaine. Et j'écoute attentivement ce professeur au Collège de France, sur France Culture, et il expose quelque chose qui regarde l'homme, parce que c'est ce qu'on lui posait comme question, qu'est-ce que l'homme? Parce qu'il vient d'écrire un livre, je ne fais pas de pub, hein, mais il vient d'écrire un livre, qui s'appelle « L'homme n'est pas un animal comme les autres ». Bon.
Je dis, ça commence bien. Alors j'écoute attentivement et j'ai tellement écouté que j'ai repris son émission en podcast pour pouvoir prendre des notes. Et toute la première partie, je vais vous lire, en gros, ce qu'il a dit avec des citations exactes. Et vous pouvez vous reporter, c'est en podcast. C'est une émission du professeur Alain Prochans sur France Culture du 30-05-2019. C'est tout récent. À propos de son dernier ouvrage qui s'appelle « Singe toi-même ». Bon. C'est comme quand on se dispute dans les cours de récréation. Hein, crétin toi-même. Et là, son bouquin, c'est « Singe toi-même ». Alors, je ne sais pas à qui il s'adresse. Hein. Et c'est à Odile Jacob, une édition très sérieuse. La question se formule ainsi. Pourquoi l'homme n'est pas un animal comme les autres? On va écouter donc, si vous voulez bien, d'abord la réponse d'un scientifique, donc qui est porteur de toute l'idéologie contemporaine. Parce que c'est ça qui nous baigne, et c'est de ça qu'il faudrait se relever, me semble-t-il. Et nous avons peut-être les arguments. La thèse soutenue consiste bien à dire que l'homme est un animal, mais un animal différent de tous les autres. Avec cette réflexion, au passage, à propos des opinions animalistes, parce que vous savez que maintenant nous avons des hommes qui ont un parti qui s'appelle animaliste, ils défendent les animaux. Bon. Et le professeur Prochans dit: ne pas faire souffrir les animaux, c'est évident. Mais ne pas comprendre la frontière entre les animaux et les humains, c'est quand même beaucoup plus inquiétant. Bon. Remarquez bien qu'il ne dit pas comprendre la frontière entre les animaux et les hommes, c'est quand même beaucoup plus inquiétant, mais comprendre la frontière entre les animaux et les humains. Qu'est-ce que c'est que les humains? Alors, pour bien comprendre, vous transposez dans un autre domaine. Ça, c'est une technique de pensée. Quand on ne comprend pas une chose, il faut s'en apercevoir déjà. Hein? On passe dans un autre domaine. Hein? En mathématiques, on fait souvent ça. On passe d'un domaine à l'autre, on résout le problème et on revient dans son premier domaine. Hein? Dans le lambda calcul, par exemple. Et alors là, vous dites, les humains. Humain, c'est un adjectif. Est-ce qu'on dit les canins? Il y a un gros problème dans Paris à cause des canins. Et peut-être des félins aussi. C'est absurde. Pourquoi? Parce qu'il y a des chiens, des chats. Ben, il y a aussi des hommes. Donc quand on dit il y a les humains, il y a déjà, comment on dit, anguille sous la roche. Pourquoi on substantifie un adjectif? Ça, c'est une technique d'enfumage. Dès qu'on le fait, vous êtes sûr qu'on vous trompe. Donc, tout le monde aujourd'hui parle des humains. Alors évidemment, il y a la querelle, comment ça s'appelle? Et ah, il y a Darwin. Non, mais avant ça, il y a la querelle féministe. Parce que si on parle d'hommes, mon Dieu, on n'a pas parlé des femmes. Alors, pour qu'il n'y ait pas la querelle homme-femme, on va parler d'humain. Donc, il y a un très gros problème derrière, vous comprenez? Tout est pipé. Mais si vous écoutez bien, on va déjouer tous les pièges. Donc, Prochans, il est dans le langage ordinaire, il parle des humains. Comme moi, je parle des canins. Bon. Mais on sent le ridicule de la chose. Mais lui, il ne le sent plus. Et plus personne ne le sent déjà à présent. C'est grave, hein? Donc, le professeur distingue le devoir de bien traiter les animaux en leur évitant des souffrances inutiles, quoique, dit-il, certaines souffrances soient inévitables. Ah bon? Et il s'insurge contre la confusion entre deux propositions traduisant l'antispécisme. Parce que nous sommes maintenant plongés dans une nouvelle idéologie qui s'appelle l'antispécisme. Ça veut dire quoi?
c'est qu'il ne faut plus faire de différence entre les espèces animales. Non pas entre l'homme et les animaux, entre toutes les espèces animales. Comme il est bien entendu que l'homme est une espèce animale, il ne faut plus faire la différence entre un homme, un chien et un ver de terre. Parce que le ver, c'est aussi un animal. Ils oublient ça. Et donc, premièrement, ne pas faire souffrir inutilement les animaux. Deuxièmement, ne pas faire de différence entre les espèces. Il s'insurge contre une confusion intellectuelle où l'on assimilerait les vies d'un poulet et d'un Afghan. Sikh, il a dit ça à la radio. Et il dit ce serait de la barbarie. Plus que de la barbarie. C'est absurde, c'est odieux, mais on en est là. Donc il faut partir d'où nous sommes. Et nous baignons dans cette idéologie. Parce que je vais dire des belles choses après sur l'homme, mais si on n'a pas nettoyé ce qu'on entend tous les jours, ça va se superposer, ça va se mélanger. Or, il ne faut pas faire ce mélange. Il faut d'abord nettoyer. Comme dit le bon Dieu à Jérémie, arrache pour construire, détruis pour bâtir. Mais il faut d'abord arracher et détruire avant de planter et de bâtir. Jérémie, chapitre 1, verset 1 ou 4, c'est tout au début. Donc là, je m'applique à arracher quelques idées fausses, tout à fait officielles du Collège de France et tout. Bon. Il est cependant évident, pour un darwiniste matérialiste, comme il s'appelle lui-même, que les animaux et les hommes sont les produits de l'évolution. Bon. Mais remarque-t-il, si les humains, toujours, sont produits de l'évolution, ils sont dotés d'un cortex très développé. Je suis un exemplaire. C'est bien qu'ils sont dans la nature et hors la nature. Il a dit ça à France Culture. Ah, j'y tiens, mais il n'a pas développé. Qu'est-ce que ça peut être qu'un humain au cortex développé qui est à la fois dans la nature et hors la nature? Alors c'est intéressant d'entendre ces choses-là, parce que les erreurs qui sont implicites dans ce système vont nous permettre de comprendre les solutions qui nous sont offertes, en fait, dans l'Écriture sainte. Dans la lutte entre les espèces, nous avons gagné. Je cite. Ah bon? Alors, moi qui vis à la campagne, je vois, j'ai un petit jardin, il y a des vers de terre, et j'aime beaucoup les vers de terre, il y a des escargots. Et j'essaie de regarder la lutte des espèces. Alors, comme c'est très lent en plus, alors il y a un oiseau qui arrive de temps en temps qui mange un ver de terre. C'est vrai, oui. Lutte pour sa survie, il se laisse manger. Et il y a toujours des vers de terre qui ont autant de millions d'années d'évolution que nous. Vous avez remarqué, un ver de terre, nous, je ne sais pas combien on a de millions d'années d'évolution derrière nous, ben les vers de terre aussi. Ça devrait faire réfléchir malgré tout. Et je me dis, mais vous êtes des fruits de l'évolution merveilleux, c'est beau. Hein, bon. Donc, dans la lutte entre les espèces, ça, c'est une espèce d'a priori, où on a vu la lutte des espèces. Sapiens perdure le plus longtemps possible. Alors c'est nous, Sapiens, hein. Et pour perdurer, il faut maintenir un biotope convenable. Donc, entre parenthèses, il faut sauver la planète. Bon. Sinon, toujours le professeur Prochance, la nature reprendra ses droits. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette nature qui a des droits? Le droit, c'est une propriété de l'homme qui établit une juridiction. Alors comment, pourquoi, etc., c'est compliqué. Comment voulez-vous que la nature, il faudrait d'abord savoir ce que c'est, ait des droits? C'est absurde. Donc voilà un professeur au Collège de France qui est certainement éminent dans son domaine, mais qui dit des... Il y a une supériorité de l'espèce humaine grâce à son énorme cortex, le rendant capable de comprendre ce qui se passe dans la nature
et de le modifier. Donc là, la nature, c'est tout ce qui n'est pas l'homme. C'est l'habitude de dire ça. Pourquoi? Parce que nous, on ne fait pas partie de la nature. Mais si on est un produit de l'évolution, on est dans la nature aussi. Oui, mais on est capable de comprendre ce qui s'y passe et de la modifier. Sous-entendu, on va être capable de se modifier nous aussi. Et ça, c'est le projet du transhumanisme. Bon. Donc, vous voyez qu'on est dans... Les idéologies sont tissées les unes avec les autres. Le professeur fait ensuite la mise en garde contre l'antispécisme, qu'il identifie à un anthropomorphisme, voire à de l'animisme. Là, je sursaute, parce que j'aime bien les animistes, et je dis, mais l'antispécisme, donc ne pas faire différence entre les espèces, ça serait un anthropomorphisme. Pourquoi? Parce qu'en gros, il ne faut pas faire différence entre nous, on est tous égaux. Puis les hommes et les femmes, il ne faut pas trop différencier. C'est un peu dommage, mais enfin... Hein, il y a l'égalité. Alors, quand même, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, et ça serait de l'anthropomorphisme. Mais quand on fait des sciences, et qu'on construit un modèle, même la physique quantique, pour expliquer comment fonctionnent quelques particules, c'est pas d'anthropomorphisme, ça? C'est des modèles fabriqués par notre néocortex merveilleux, qu'on projette sur le monde, qui marchent à peu près. Pas tout à fait non plus, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que voulez-vous que l'homme fasse, sinon des anthropomorphismes? On ne peut faire que ça. Ah, il y a des choses qu'on va écarter, c'est de l'anthropomorphisme. Sous-entendu, il y a des choses qu'on va éliminer parce que ça serait une invention de notre cerveau. Mais quand on fait des mathématiques, c'est l'invention de qui? De quoi? C'est pas notre cerveau qui fonctionne? Donc je dis, un des plus beaux anthropomorphismes qu'on puisse faire, ce sont les mathématiques. Ça change un peu le point de vue. Alors après, est-ce qu'on raconte une chose juste? Est-ce que c'est ultime? Est-ce que c'est vrai? Ce sont des questions différentes, mais la question se pose après. Quand on fait de la théologie, c'est de l'anthropomorphisme. Alors, forcément. Sauf, on verra ça plus tard, s'il y avait une information qui nous soit donnée d'en haut, comme on dit, par inspiration, et encore, pour qu'elle soit intelligible, il faut qu'elle tombe dans un langage humain, ça s'appelle le prophétisme, et ça sera un anthropomorphisme. Donc, parler d'anthropomorphisme, là, pour éliminer quelque chose, c'est idiot. Excusez-moi, monsieur le professeur. Parce qu'on ne peut faire que ça, de toute façon. Mais ensuite, dans nos productions intellectuelles, il va falloir choisir, parce qu'il y a du bon et du moins bon. Il y a peut-être des choses tout à fait erronées dans ce que nous racontons. Entre autres, qu'on pourrait ne pas être anthropomorphiste. Donc j'élimine ça. Je dis, je suis à l'aise dans mon humanité, et bien je ne peux faire que ce que mon humanité peut produire. Même et surtout si je suis inspiré par autre chose que l'homme. Parce que le nec plus ultra, là je saute à la fin des 3 jours, des 3 heures. Quand Dieu veut vraiment se révéler, il assume la nature humaine. Et il fait de l'anthropomorphisme. Il prend forme d'homme, exactement, pour qu'on y comprenne quelque chose. Parce que tout le reste, alors, les imaginations qu'on a sur Dieu, ce sont des anthropomorphismes aussi, mais peut-être délirants. Et qu'est-ce qui nous assure que ce n'est pas dans le délire? Ça, on va le voir. Donc il y a un très gros problème derrière. Je continue avec le professeur. Le professeur fait ensuite la mise en garde contre l'antispécisme, ça je l'ai dit.
Il ne faut donc pas humaniser les animaux, dit le professeur, même si les chimpanzés peuvent penser et planifier le futur. Comme l'affirme Frans de Waal, qui est un anthropologue néerlandais qui a surtout vécu aux États-Unis, qui a beaucoup fréquenté les chimpanzés. Eh ben oui. Et qui a trouvé qu'il pensait. C'est pas un anthropomorphisme, ça. Alors, je vous signale que c'est des gens tout à fait de haut niveau, universitaire plus, que tout le monde croit. Je crois qu'il faut écouter avec une oreille attentive. L'homme est-il maître et possesseur de la nature, comme disait un certain Descartes? Non. Imaginez, dit le professeur, il y a 300 000 ans, difficile à imaginer entre nous, il y avait quelques milliers d'êtres humains fragiles. C'est grâce au cerveau monstrueux, c'est son cycle, de 1500 cm3 que Sapiens s'en est sorti. Et la vie sociale fut indispensable à sa survie. Nouveau préjugé. Ce qui existe, c'est Monsieur Sapiens. Pour s'en sortir, il faut quand même qu'il s'associe un petit peu avec les voisins. Ça, c'est Jean-Jacques Rousseau. Le bon sauvage. Il n'a pas réfléchi, là. Hein. Il s'est laissé aller. Pourquoi ça serait vrai? Il faudrait s'associer, mais ça c'est une idée, c'est la projection d'une idée moderne, qu'on est d'abord des individus et qu'ensuite on consent peut-être à vivre en société. Rien, absolument rien ne peut montrer une chose pareille. Et personnellement, je crois qu'elle est fausse. Pour des raisons toutes simples. C'est qu'un homme ne peut pas exister tout seul. Il fait forcément partie d'une famille, partie d'une tribu, partie de tout ce qui existe. Tout de suite. Avant même de s'individuer. Et d'ailleurs, la plupart des hommes ne sont pas individués à la façon des Occidentaux qui ne se pensent comme des monades indéfinissables. Comme dirait Leibniz. On se pense monade. Et après, peut-être, alors on aurait des relations les uns avec les autres. Non. On est plongé d'abord dans une tribu, une famille, et ensuite, peut-être, on en émerge quand on ne pense pas comme toute la tribu. Et je prétends que M. Prochans, il fait partie d'une tribu, et il pense exactement comme la tribu. Il devrait s'individualiser un peu, s'il écoute. Mais je pense qu'il aura un peu d'humour. Donc, pour s'en sortir, la vie sociale est indispensable. Ça, c'est de l'idéologie. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord la vie sociale, et ensuite peut-être quelque chose qui émerge comme une certaine individuation. Et encore, parce qu'on verra que le nec plus ultra amène de la participation des uns aux autres dans l'amour, peut-être qu'il faut laisser tomber un ego un peu trop formaté. Ah bon? Donc, produit de l'évolution, l'espèce humaine est désormais seule sur notre branche. Enfin, il dit, nous sommes seuls sur notre branche. Parce que vous savez, il y a un arbre généalogique, il y a beaucoup d'espèces, des animaux et tout, puis il y a une branche où on est tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'espèces humaines, une quinzaine, paraît-il, elles sont à peu près toutes éteintes, sauf la nôtre. Bon. Il y a quelques millions d'années, tout ça. Pour finir avec ce discours, le professeur remarque que l'homme et le chimpanzé ne diffèrent que par 1,23% de son génome, de leur génome. Bon. Donc on ressemble beaucoup à un chimpanzé. Et la journaliste a un moment d'hésitation, il faudra écouter l'émission, et elle dit, non mais madame, quand je vous vois, je ne vois quand même pas 98,7% de chimpanzés. Parce que c'est idiot, évidemment. Parce qu'il suffit d'une toute petite différence et tout est différent, en fait. Bon. Le discours scientifique s'appuie sur la comparaison des espèces animales
et relèvent leur ressemblance très forte au niveau génétique. Oui, mais enfin, on est fait d'atomes aussi, alors on ressemble à tout. Hein? On est fait exactement des mêmes particules que tous les pierres du coin. Mais je ne suis pas une pierre évoluée, c'est idiot. Donc le professeur au Collège de France ne trouve pour tracer une frontière entre les animaux et les humains que le volume du cerveau dont la capacité expliquerait que l'homme n'est pas un animal comme les autres. Donc attendez, c'est là la clé. Et je vais rebondir là-dessus. Dans le fond, la seule chose qui nous différencierait du monde animal, c'est la capacité de notre cerveau. Ainsi, le langage et la capacité symbolique paraissent grâce aux 1500 cm3 de cervelle. De même, toutes les croyances et religions, plus ou moins superstitieuses. Je cite. Donc, toutes les croyances et religions, plus ou moins superstitieuses, sont issues de nos 1500 cm3 de cervelle. Alors, le gros problème, c'est, est-ce vrai? Si c'est vrai, on peut partir tout de suite, aller boire un coup, parce que ça ne vaut pas la peine de continuer. Donc, évidemment, je pense que c'est faux, et je vais essayer de le montrer. Parce qu'on a quelques éléments pour le dire. Mais si on regarde que le volume du cerveau, ben, oui, il n'y a que ça qui différencie. L'intelligence humaine semble le résultat du bon fonctionnement neuronal. Évidemment, tout ce discours repose sur l'activité du fameux cerveau, parce que c'est son cerveau à 1500 cm3 qui nous raconte ces choses-là. Moi, je le prends au mot, d'accord? Utilisant les capacités qu'il se découvre en observant la vie biologique et son environnement. Qu'est-ce que l'homme? Quelque chose qui a 1500 cm3 de cervelle. Cela correspond, attention, parce que quand il y a une petite difficulté, je le signale, tout le reste est très simple. Hein. Cela correspond à la définition qu'Aristote donne de la nature. Donc, il est en plein dedans. Peut-être il ne le sait pas, mais c'est exactement ça. Qu'est-ce que dit Aristote? La nature, c'est le principe du mouvement dans un étang qui possède le mouvement par soi et non de façon accidentelle. Ça correspond à ça. C'est le mouvement par soi, du mouvement neuronal, etc. Parce que, hein, et c'est pas de façon accidentelle, c'est l'espèce même. Ça, c'est dans les physiques, livre 2, chapitre 1. C'est traduit en français, hein, quand même, chez Flammarion. De sorte que la nature, toujours Aristote, serait la figure et la forme des choses qui ont en elles-mêmes un principe de mouvement. Mais ce qui est fait de ces composantes n'est pas une nature, mais par nature. Par exemple, un homme. De plus, la nature entendue comme génération, c'est la fameuse physis, hein, est un chemin vers une autre nature. Parce que ça va s'engendrer. Voilà. Donc on est exactement dans la pensée aristotélicienne, avec des mots modernes, des gènes et des chromosomes. Le discours du matérialiste évolutionniste répond à cette définition et l'homme peut donc être muni d'une nature animale dont la spécificité sera un fonctionnement particulièrement performant de ses neurones, le rendant capable de dire son principe du mouvement, parce qu'il faut avoir un principe du mouvement pour être une nature, mais nous on en parle. Sa raison, son intelligence, réalisant le désir indistinct de survivre, parce qu'il y a la lutte par tous les moyens, la lutte entre les espèces, entre autres. Donc si vous enlevez la lutte des espèces, qu'est-ce que va devenir l'homme? Donc actuellement, l'idéologie antispécisme est dans cette idéologie-là. C'est un suicide, puisqu'on ne survit que par la lutte des espèces. On supprime la lutte des espèces, ben on ne survit plus.
alerte rouge. Heureusement, peut-être qu'on va survivre autrement. L'homme s'inscrit naturellement, entre guillemets, dans les classifications du monde vivant. Classifications qu'il construit lui-même. Donc ces classifications sont un anthropomorphisme. Mais peut-être compétent. C'est pas un péché d'être anthropomorphiste, c'est faire quelque chose de soi, c'est tout. Donc nous sommes dans le règne animal, embranchement des vertébrés, classe des mammifères, ordre des primates, famille des hominidés, genre Homo, et l'unique survivant, Homo sapiens. Et même quand on est généreux, Homo sapiens sapiens. Ce qui est un peu abusif. Mais vous voyez, c'est l'homme qui essaye de se connaître lui-même. Comme disait Antoine, est-ce que c'est possible en fait? Vous comprenez que c'est pipé. Parce que le bon sens naturel nous enseigne qu'on ne peut pas être juge et parti. Et donc, un homme, ou toute une classe de scientifiques hommes, voulant définir ce que c'est que l'homme, la procédure est pipée. L'Homo sapiens est la seule espèce de la quinzaine de genres Homo, les autres s'étant éteintes. Mais on a quand même des cousins. Parmi les hominidés, on trouve les bonobos. Là, vous entendez parler beaucoup des bonobos. Parce qu'il y a une femelle bonobo qui a réussi à laver des pommes de terre dans une rivière. Alors, si vous réfléchissez 15 secondes, même en écoutant la radio, comment une femelle bonobo a-t-elle des pommes de terre? Parce que, quand même, ça se cultive. Donc, il a fallu qu'on les refile, ces pommes de terre. Donc, l'expérience est pipée, là. Non. Non, mais on a le droit de réfléchir à chaque fois qu'on écoute. Même dans ce que je dis. Donc, on trouve des bonobos, les chimpanzés, on a 98,7% commun, bon d'accord. Les gorilles, les orang-outans, 1, 2, 3, parce qu'il y a les orang-outans 1, puis il y en a d'autres. Je vous passe les détails. La classification repose sur les similitudes et différences anatomiques, génétiques, etc. et se projette dans le passé dans un arbre généalogique. Parce que pourquoi on confond, ça je pose la question scientifique ad hoc, une classification actuelle avec un arbre généalogique passé? Ça pose un très gros problème aussi. Ça ne va pas de soi. Pourquoi on projette dans le passé une classification actuelle? Alors on met des millions d'années à la clé, d'accord, mais ici se pose une nouvelle question. Trouve-t-on l'explication du récent par l'ancien? Je pose une question. Je simplifie un peu le problème, mais est-ce qu'on peut expliquer ce que je raconte, ou un discours adulte, par le babil d'un bébé qui vient de naître? On ne peut pas. C'est plutôt l'inverse. S'il y a quelque chose à expliquer, ça sera le babil de l'enfant. Si. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas expliquer le complexe par le simple, contrairement à tout ce qu'on raconte. Il faut plonger dans le complexe pour le comprendre. Et après, peut-être on va arriver à des énoncés simples, des axiomes fondamentaux, mais c'est le nec plus ultra de la science. On commence jamais par le simple. On commence toujours par le complexe. On nous a fait croire l'inverse, bien sûr. Et comme ça, on bêtifie beaucoup avec les enfants. Pour résumer, trouve-t-on la raison du cerveau de 1500 cm3 dans celui des ancêtres? En remontant ainsi dans le temps, pseudo-historique, des millions d'années, jusqu'à quoi? Jusqu'à Luca. Luca, Last Universal Common Ancestor. Parce qu'ils sont arrivés à ça. Dans la soupe primordiale, il y a Luca. Vous avez le droit de rire. C'est infiniment drôle. Mais on s'en aperçoit même pas. Et puis avant,
C'est comme le Big Bang, et avant. Bon, parce qu'il y a peut-être un problème avec la temporalité. On est ainsi obligé d'attribuer le changement à un développement en complexité. Parce que cette complexité permettrait une meilleure survie de l'espèce dans la concurrence générale. Mais alors, que penser de mes vers de terre? Parce que la complexité est quand même pas très grande là. Ils ont bien survécu. Ils ont autant de millions d'années que moi. Et les bactéries? Il y a des millions de bactéries différentes. Il y a des espèces. On dit qu'il y a des espèces qui disparaissent, mais il y en a qui apparaissent aussi. On n'en parle pas. Et c'est bien embêtant d'ailleurs. Parce qu'il y a des nouvelles bactéries. Comme pour Aristote, la nature ici et l'ensemble des vivants observables est entendu comme génération. Et donc comme chemin d'un état à l'autre. Alors, est-ce que c'est vrai de la nature humaine? S'il y en a une, on va montrer. Effectivement, les vivants observables s'engendrent de génération en génération, ça c'est l'expérience immédiate, parce qu'on est né et on va mourir. Et l'on peut imaginer des progrès ou et des dégénérescences, parce que pourquoi il n'y aurait que des progrès, sur le modèle qu'on observe dans les lignées humaines, où parfois les fils sont plus intelligents que les pères, mais pas toujours. Alors Einstein fut-il plus intelligent que son père? Alors du coup, on a conservé son cerveau dans le formol pour pouvoir comprendre un jour comment il était intelligent. Une étude de dire que là aussi, on a le droit de mourir de rire. Deux remarques s'imposent. La première concerne le rapport du simple au complexe, de l'impliqué à l'expliqué. Et récemment, l'idée de complexité irréductible apparaît. C'est un nouvel os. Précisément dans les sciences biologiques. D'où l'impossibilité de trouver une forme intérieure à celle antérieure répondant à la complexité irréductible. Et dans un schéma de pensée où l'on trouve toutes les causes d'un phénomène dans l'état antérieur du phénomène, le mystère est insoluble. Rien n'expliquerait l'apparition d'une structure où toutes les pièces doivent coexister pour qu'elles aient lieu. On serait alors obligé de faire l'hypothèse d'une cause extérieure à l'intérieur du monde, antérieure à la structure complexe. Et c'est ce que d'aucuns appellent l'intelligent design. C'est intraduisible en français, donc j'ai conservé l'anglais. Et c'est un très gros problème. Il y a des gens qui croient que ça sauve les propositions, mais c'est des gens qui n'arrivent pas à penser la création. Et qui n'arrivent pas à penser non plus même le néo-darwinisme. Et donc il y a une cote mal taillée qui s'appelle l'intelligent design. Alors je ne vais pas entrer dans le détail, parce que ça supposerait des heures et des heures de discussion. Mais je signale, parce qu'on croit, c'est une des solutions qui se présentent à l'esprit de certains croyants. Est-ce que c'est la solution que nous pouvons adopter? Je laisse un grand point d'interrogation. On va voir qu'il y a une toute autre voie pour penser ces choses, mais pas selon la même logique. Pour les formes impliquées et expliquées, eh c'est l'œuf et la poule. Tout est impliqué dans l'œuf, tout est expliqué dans la poule. Sauf que c'est circulaire. Et alors ça, c'est vraiment le problème bête, mais qui existe néanmoins. Sauf qu'il faut sortir du contexte pour le comprendre. Alors je ne vais pas traiter ce problème-là maintenant, mais parce qu'il faudrait traiter d'abord la causalité. Si l'on pratique l'idée de succession des causes temporelles, parce que l'idée de causalité est liée à celle de temporalité, puisque on va chercher avant ce qui s'est produit, ce qu'il y avait.
et en disant il y a peut-être une corrélation, et on va dire que la chose d'avant est la cause de la chose d'après, ou le phénomène qui s'est produit, ou la loi qui s'est exercée, enfin, etc. Donc on va chercher avant. Pourquoi l'idée de cause serait-elle liée à l'idée de temps? Là, il faut remettre en cause justement cette affaire. Ça, c'est profondément inscrit, c'est profondément aristotélicien, et ça marche bien, habituellement, mais pas toujours. Par exemple, dans les miracles, ça ne marche pas. Alors, il n'y a pas de miracle. Projection, croyance superstitieuse. Non, c'est l'idée de causalité qui est fausse, qui marche bien habituellement, mais on peut marcher avec des idées fausses pendant une éternité, je vais vous dire. Hein? Tant qu'on ne rencontre pas la difficulté, ça marche. C'est pas parce que ça marche que c'est vrai. Alors, donc il va nous falloir remettre en cause l'idée même de causalité. Vous voyez le programme? C'est qu'inconsciemment, on est imprégné du modèle d'intelligibilité aristotélicien. On n'a pas décollé de ça depuis 25 siècles. Je dis que c'est une impasse. Simplement, les anciens ne pouvaient pas s'apercevoir que c'était une impasse parce que l'avenue était très longue avant qu'on touche le fond. C'est maintenant. On a touché avec les philosophes, on touche avec la science et on touche avec les théologiens qui n'arrivent plus à dire un seul mot sensé. Pour dire quelque chose de sensé, ils sont obligés de répéter ce qu'on a dit il y a 8 siècles. Il y a un problème vraiment. Ils n'arrivent plus à penser ou quoi? Surtout qu'on a un gros cerveau, ça devrait servir à quelque chose. Bon. Comme nous parlons ici, oui, pourquoi on n'arrive pas à poser ces questions? Parce qu'elles touchent des évidences qui sont établies depuis des siècles. Eh bien, les évidences doivent aussi être questionnées. J'ai posé la question une fois à mon ami mathématicien, avec qui j'ai travaillé pendant plus de 10 ans quand même. Je lui dis, mais quand on fait une démonstration, pourquoi on s'arrête à un moment? Il me dit, mais on s'arrête quand c'est évident. Je lui dis, donc tu t'arrêtes quand tu n'as plus rien à dire. Donc la démonstration est finie. Est-ce qu'on ne peut pas remettre en cause? Parce que c'est évident. C'est simplissime et extrêmement profond. L'évidence, c'est ce qui nous coupe la parole. Vous n'avez plus rien à dire. Vous n'avez plus à discuter. Vous ne pouvez plus. Ben vous arrêtez. C'est conforme à l'axiomatique qu'on avait posée. Bon, donc c'est vrai. Voilà. Parce qu'on ne peut remettre en cause une évidence que si on remet en cause les axiomes qu'on a posés au départ. Alors là, on peut peut-être changer d'évidence. Comme nous parlons ici des animaux et accessoirement des végétaux, puisqu'on les oublie régulièrement dans le problème, on se demande pourquoi, il convient de questionner l'évidence. Alors, nouveau passage, je vous signale. Qu'est-ce que c'est qu'un vivant? Eh bien, je ne pose pas la question qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'un animal, qu'est-ce qu'un végétal. Je vais poser une question sur un autre mode. Qu'est-ce qu'un vivant? Ben, après tout, pourquoi pas? Parce que du coup, j'ai une solution qui s'ouvre à moi tout à fait différente. Alors, je vais faire comme Aristote au départ. Je vais regarder, mais qu'est-ce que c'est qu'un vivant? Ben, j'observe justement des végétaux, des animaux et des hommes. Moi, je fais la différence. Et puis, comme je pratique la religion chrétienne, on m'a parlé des anges et même de Dieu, qui est vivant. C'est même la première chose qu'on dise de lui, hein, c'est dans le Deutéronome. Il dit lui-même, enfin, parce que Dieu parle dans l'Écriture, où on le fait parler, comme disaient les exégètes, il dit Anori El Chai,
c'est la première chose qu'il dit de lui-même. Moi, je suis le vivant. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? On a toute l'écriture et toute la vie pour le comprendre. Non, mais il ne dit pas je suis l'être, je suis l'un, je suis le tout-puissant, machin chose. Non, il dit je suis le vivant. Il y a d'autres choses, bien sûr, qui sont dites de Dieu après. Et donc, je me pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un vivant? Si j'ai l'esprit un peu ouvert, questionnant, je n'ai pas les réponses toutes faites, il faut que ma définition du vivant convienne aux poireaux, aux vers de terre, à moi à l'occasion, aux anges et au bon Dieu. Et là, je pourrais parler des vivants. Si je suis athée, évolutionniste, marxiste, matérialiste et tout, j'élimine tout de suite les anges et le bon Dieu. Soit, d'accord, regardons déjà les vivants qui sont sous notre nez, des végétaux et des animaux. L'homme n'est qu'un animal. Soit, regardons donc les végétaux et les animaux. Moi, je prends au mot mes professeurs au Collège de France, je suis très content, il y a des grands scientifiques. Mais regardons d'un peu près. Qu'est-ce qu'il est défini? Évidemment, il ne faut pas que je continue à marcher dans l'impasse, parce que je bute. Donc il faut que je parle un petit peu différemment. Qu'est-ce que c'est que buter? Ben, c'est de dire, ce qu'on a entendu d'ailleurs, la seule chose dont on soit certaine, c'est qu'on va mourir. Mais parce qu'on est né, on n'en a pas fait l'expérience, mais les autres s'en souviennent. Bon, puis en gros, bon, ça doit être vrai, on est né. Alors qu'est-ce que c'est que la vie? Tout le monde a dans la tête que c'est naître, croître, se reproduire et mourir. Vous imaginez bien que cette définition élimine radicalement les anges et le bon Dieu. Parce qu'il ne naît pas, il ne croît pas, il ne se reproduit pas et il ne meurt pas. Donc, moins vivant que Dieu, tu meurs. Si j'ose dire. Donc, si vous adoptez cette définition de la vie, vous avez éliminé la divinité ipso facto. Vous êtes athée. On est souvent athée sans le savoir. Donc ça doit être faux, si jamais il est vivant. Il faut que ma définition de la vie ne tienne pas compte de la génération. Ce que font les biologistes, c'est que de la génération. La nature, c'est de la génération. Et c'est Aristote, c'est pro-science. Alors on regarde un vivant, on se regarde soi-même. C'est un peu difficile, mais... Et on se trouve une véritable définition qui n'est pas une description temporelle. Ça va nous sortir de la causalité temporelle. Les vivants se définissent comme ayant le contrôle des échanges qu'ils ont avec un contexte dont ils se différencient. Et vous appliquez ma formule, vous verrez que c'est vrai de tous les vivants. Je répète, pour les gens qui sont au fond, les vivants se définissent comme ayant le contrôle des échanges qu'ils ont avec un contexte dont ils se différencient. Les non-vivants seront par là même définis comme n'ayant pas ce contrôle. Alors c'est intéressant, vous allez voir. Ainsi, une pierre, un caillou, ne contrôle pas les échanges thermiques ou chimiques auxquels elle est soumise. Le soleil brille, elle chauffe. Le soleil se couche, elle refroidit. Elle ne contrôle pas sa variation thermique. Tandis qu'un lézard, oui, et nous aussi, et les végétaux aussi. Et vous regardez, tous les végétaux, tous les animaux, il y a un contrôle des échanges avec leur contexte. Ça, c'est capital. L'avantage de cette définition est d'écarter une fausse dualité, du coup, qui vague dans toute la philosophie et même la théologie. Qu'est-ce que c'est que le contraire de la vie? C'est la mort.
Et on vous balance de la mort en vue, à pelletée entière. Mais la mort n'a rien à voir avec la vie. Vous comprenez que on prépare ici, je le dis comme ça, les marches que nous allons gravir vers une vie qui ne connaît pas la mort. Et que ce ne sera pas exceptionnel, ça sera conforme à la définition de la vie. Donc l'étrangeté va changer de camp. Parce qu'une vie qui ne finit pas, une vie qui sera, pour nous, ah bah, c'est du rêve. Non, si vous prenez une vraie définition de la vie, ça ouvre toutes les perspectives qui se trouvent dans les Écritures saintes. Et vous ne pouvez pas dire qu'une pierre est morte, c'était ridicule. Mais elle est non vivante. Le contrôle des échanges suppose une structure quaternaire. Ah. Voilà, ça pointe son nez. Que je ne développerai pas. Pour avoir les développements sur ce que c'est qu'une structure relationnelle quaternaire avec 3 négations, il faut lire mes bouquins. Il faut les lire au moins 3 fois. La première fois pour savoir ce qu'il y a dans le texte, comme on regarde un paysage. Vous regardez un paysage, vous avez tout compris? Non, vous avez vu, c'est tout. Alors après, vous faites de la géologie, vous comprenez comment les couches, les machins, les végétaux, vous faites un peu de biologie, vous faites un peu de ceci, vous comprenez mieux ce que vous voyez. Mais la première fois, vous regardez. Eh bien, il y a certains bouquins, il faut faire comme ça. Il faut regarder comme un paysage. Vous dites, mais j'y comprends rien. Mais on ne vous demande pas de comprendre, on vous demande de regarder. Et quand vous avez bien regardé, vous revenez sur vos pas, vous faites une promenade plus approfondie. Vous dites, mais là c'est intéressant, mais pourquoi, mais comment? Puis vous ne comprenez toujours pas, mais déjà un peu mieux quand même. La 3e fois, ça va très bien. Ou alors, il manque quelques cases dans les 1500 cm3. Mais enfin, il faut quand même un peu de patience avec soi-même. Bon, non seulement, parce que je vais expliquer une chose, non seulement il y a échange entre un intérieur et un extérieur, pour qu'il y ait contrôle des échanges, il faut qu'il y ait des échanges. Il n'y a pas de vivant qui n'ait pas d'échange. Donc il y a des choses qui sortent et des choses qui rentrent. Seulement, ce n'est pas suffisant. Parce que ça ne définirait pas topologiquement une différence. Ça, c'est dans la pensée binaire. Il y a l'intérieur et l'extérieur, ça suffit. Pas du tout. Il faut 4 éléments pour que ça soit vraiment différencié. Je ne vais pas donner la preuve technique maintenant. Mais... Et donc, il faut quelque chose, on va appeler l'intérieur de l'intérieur, à savoir quelque chose qui ne peut pas être en contact avec l'extérieur immédiatement. Il y a besoin de médiation, il y a besoin de transformation, etc. Et la même chose, tout ce qui est à l'extérieur, eh bien, il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer sauf à détruire le système. Et comme la régulation des échanges est une loi conservative, et c'est pourquoi les vivants se conservent, c'est que ça marche bien. Comment? On n'en sait trop rien en fait, mais ça marche bien et ça marche comme ça. Qu'est-ce qui établit ce contrôle des échanges? Est-ce qu'une bactérie peut construire elle-même son contrôle des échanges? Mystère. Je ne réponds pas à cette question. Je laisse M. Prochens continuer ses travaux. Parce que, ben oui, il faut travailler. Parce que le comment, ça relève de la science technique. Là, ce que je dis, ça relève de la réflexion pure, c'est tout. Et donc le contrôle a une fonction de conserver la structure. Et tous les vivants ont ce contrôle qui les conserve. Sauf que ce contrôle peut avoir des bugs. Ça ressemble à un programme. Quand il y a un bug, le contrôle ne fonctionne pas, et alors ça se détruit. Parce qu'il y a des choses qui rentrent qui n'auraient pas dû rentrer, des choses qui sortent qui n'auraient pas dû sortir. Donc le contrôle des échanges est fragile. Et donc, les végétaux, ça se contrôle très bien, mais il n'y a plus d'eau pendant un certain temps, et bien, ça sèche.
Mais quand il y a assez d'eau habituellement, il y a un contrôle. Il y a un petit peu, pas trop. Bon. Les vivants ne répondent pas à une logique binaire, à une logique duelle, à deux valeurs de vérité. Parce qu'ils ne sont pas des choses. On retire du moment du domaine des choses. La table, c'est une chose, ça va correspondre à la logique binaire. La logique binaire est très utile pour beaucoup de choses, mais pas pour les vivants, justement. Là, c'est une logique quaternaire qu'il faut, c'est-à-dire une structure quaternaire munie d'une logique convenable à trois négations, pas avec une seule négation et quatre valeurs. Ça, c'est la logique quadrivaluée, ça ne fonctionne pas pour les vivants. Je signale ça parce qu'il y a des gens qui vont chercher sur Internet logique 4 et ils vont tomber sur la logique quadrivaluée qui existe, qui est très intéressante, mais qui ne correspond pas du tout à ce que je raconte. Le contrôle des échanges peut avoir plusieurs degrés de complexité. Il suffit de regarder d'ailleurs. Depuis la bactérie jusqu'à nous, quand même, il y a un peu de complexité. Il y a le même contrôle des échanges. D'abord, mais vous comprenez bien que un écureuil a un contrôle des échanges nettement plus complexe qu'un ver de terre. Ainsi, les végétaux montrent un contrôle des échanges lié à la lumière et à la chimie, en gros. Les animaux ont un contrôle plus complexe, parce que justement, il y a un système nerveux interne, de plus en plus développé par la capacité d'apprentissage. On voit qu'il y a même de l'apprentissage chez des oiseaux, chez des animaux, chez des bonobos, etc. De là à dire que les bonobos et les hommes c'est la même chose, quand même il ne faut pas pousser les bouchons. Et donc on voit par exemple apparaître dans le contrôle des échanges le contrôle des affects. Parce que les affects sont un échange. Une émotion est un signal pour autrui et son émotion retour. Donc on va voir des éléments de vie psychique et de vie sociale chez les animaux. Donc c'est pas ça qui nous en différencie. Alors on fait pleurer les foules entières en mettant à la télé ou en vidéo une maman ours avec ses oursons, vous fondez et vous dites quel instinct maternel, que c'est beau quand même. Alors je me demande si c'est l'ours qui devient humaine parce qu'elle bichonne ses petits, ou si c'est la maman qui devient ours quand elle bichonne ses petits. Ou il y a quelque chose qui se ressemble. C'est vraiment très proche. Très très proche. Très semblable. Donc la différence n'est pas là. Or nous sommes très friands de nos émotions, qui sont très utiles dans la vie sociale évidemment. Donc, le monde des émotions est un monde qui doit être régulé. Chacun sait qu'il faut se retenir un peu quand on est en colère quand même. Donc il y a une régulation, parce que la colère, c'est par rapport à quelqu'un d'autre, toujours. Donc il va falloir maîtriser ces choses, comme on dit, dans l'éducation. Contrôle des échanges. Mais là, on n'est pas encore sorti du contrôle des échanges animaux. C'est pour ça qu'on peut toujours, avec M. Deval, faire des observations sur les échanges extraordinairement fins qu'on peut trouver chez des espèces de singes qui nous sont cousines peut-être au niveau du génome. Mais on n'est pas face à l'humain. On va entrer dans l'humain bientôt. Quelle est la caractéristique fondatrice du règne humain? Je parle comme les anciens. Il y avait le règne animal, le règne humain. Je ne parle plus d'espèces. Je ne parle pas encore de nature. Je parle du règne humain. On la reconnaît à la capacité de faire des erreurs. Et entre autres, à mésuser de la négation. Et d'abord à user de la négation. Parce que vous n'avez jamais vu un animal user de la négation.
qui est un opérateur logique. S'ils ont mal, ils se retirent, ou ils agressent. Réaction programmable. Nous aussi, on fait comme ça d'ailleurs, souvent. Parce que avoir mal et pas se retirer, il faut un processus qui n'est plus de l'ordre de la régulation des échanges, mais qui est un ordre supérieur, qui est l'ordre de la régulation des échanges. À ce moment-là, on entre dans un domaine tout à fait nouveau, où nous pouvons faire des erreurs. Je dis nous parce que c'est les êtres humains. On peut dire, c'est bien de jeûner de temps en temps. Mais mon corps a faim. La régulation, c'est de manger. S'il n'y a pas à manger, ben je ne mange pas. Mais je ne jeûne pas pour autant. C'est qu'il n'y a rien à manger. Il y a une vache, il n'y a pas plu, il n'y a pas d'herbe. Elle ne mange pas. Ben elle a faim. Maintenant, vous mettez une vache dans un pré d'herbe fraîche. Vous la voyez croiser les pattes de devant et dire « Non, aujourd'hui, je ne mange pas. » Là, vous direz que les vaches sont des hommes. Pourquoi? Vous comprenez bien que ce n'est pas de l'ordre de la régulation du programme de survie biologique qui joue. C'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. D'où l'urgente nécessité, quand on est capable de faire des erreurs, c'est-à-dire d'avoir une régulation de la régulation, et d'introduire des choses qui sont contraires à la régulation normale. Du coup, je peux mettre ma vie en danger, bêtement, ou je peux la conserver sagement. Et justement, à ce moment-là, j'ai besoin d'une sagesse. Alors j'ai besoin peut-être de l'expérience des anciens, et j'ai peut-être besoin encore d'autre chose, c'est ce qu'on va découvrir. Quand vous êtes fatigué, vous me le dites. Mais moi je ne suis pas fatigué, et je voudrais terminer la conférence de ce soir, c'est bientôt, pour qu'on soit à pied d'œuvre pour demain matin. Par définition, la capacité de contrôle du contrôle n'a rien d'automatique. Elle ne peut être programmée. Elle permet une décision, enfin, tous les mots comptent, qui peut être contraire à la conservation de la structure où elle se manifeste. Donc j'introduis dans le problème de la survie une contradiction. Mais au bénéfice de quoi? Alors des gens qui refusent ça. Le simple contrôle des échanges peut se programmer avec une marge aléatoire, de telle façon que le programme même puisse évoluer. Et ça se conçoit très bien. C'est ce qu'on va voir, ce qu'on voit déjà dans certains robots dits intelligents, enfin de l'intelligence artificielle. On peut les programmer pour qu'ils soient qui puissent apprendre. Mais c'est un programme, c'est pas le contrôle du contrôle. Donc ça va nous permettre, grâce à l'IA, on va mieux comprendre ce qui est spécifique de l'intelligence humaine, et peut-être angélique et divine. Donc on arrive à un seuil actuellement qui affole beaucoup de gens, à juste titre, parce que nous on est esclaves de la technique. Mais il y a des choses absolument merveilleuses. Nous sommes au seuil de comprendre mieux ce qu'est le contrôle du contrôle. On comprend dès lors que beaucoup des comportements humains sont assimilables aux comportements animaux. Ben oui, il y a énormément de ressemblances. Et souvent, ça marche de la même façon. Mais quand j'ai chaud de la même façon que mon chien a chaud. Je ne me refroidis pas tout à fait de la même façon. Parce que moi, je suis obligé de suer ou de me mettre au frais. Tandis que le chien, il a halète. Ça, c'est quand il a trop chaud.
il se refroidit par le halètement. Bon, c'est une technique comme une autre. Hein. Mais moi, je peux décider aussi de dire j'ai trop chaud, mais je reste. Si je suis un peu fou, etc. Ou si j'ai une bonne raison d'un autre ordre. Mais le professeur M. Alain Prochians a raison d'affirmer que l'homme n'est pas un animal comme les autres. Pas seulement par le volume de son cerveau, mais par sa capacité à l'erreur vitale. En effet, le pouvoir de décider ce qui n'est pas programmable, même par l'IA, s'appelle l'intelligence volonté accédant à la liberté. Une intelligence volonté capable de décider dans un domaine non programmable met l'homme en grand danger s'il décide que son intelligence est autoréférente. Et ça, c'est une décision non programmable. Si je décide que mon intelligence est elle-même autoréférente, j'utilise le contrôle du contrôle pour faire une erreur mortelle. Pour ne rien cacher, c'est l'essence du péché originel. Et ça, je peux le démontrer à partir du texte de la Genèse, qui contient de la logique. Mais enfin, il faut l'extraire un peu. L'intelligence qui se veut autoréférente, comme M. Riemann, grand mathématicien de la fin du 19e, début du 20e, qui voulait faire le programme complet des mathématiques. On a démontré depuis que ce n'est pas possible. Mais c'était le projet des mathématiques autoréférentes. Mais c'est la projection anthropomorphe de l'intelligence autoréférente, c'est tout. C'est le rêve des plus grandes intelligences humaines. C'est une erreur mortelle. Pas pour la biologie. Après, il pouvait aller se shooter avec un peu d'héroïne comme M. Freud ou je sais pas qui. Parce qu'ils étaient tous drogués, les mecs. Vous comprenez? L'arbitraire. Alors, dès qu'on décide cette chose tout à fait extraordinaire, je découvre que je peux décider quelque chose qui est contraire à ce qui me fait exister. Ça, c'est l'homme. Et du coup, mon intelligence, si elle est autoréférente, est immédiatement entachée d'arbitraire. L'arbitraire s'exerçant dans l'ignorance conduit à des décisions contraires à la conservation de ce qui la rend possible. Si le choix se porte au contraire vers du libre non arbitraire, pour la plupart des gens, libre, ça veut dire je fais ce que je veux n'importe comment, n'importe quand. Et ce qui est idiot, c'est en dehors de toute pensée. Libre, ça voudrait dire arbitraire. Mais justement, ça veut dire strictement le contraire. Libre, ça n'est pas l'arbitraire. Alors, si le choix se porte au contraire vers le libre non arbitraire, cette intelligence doit se porter à l'écoute d'une autre intelligence. Ça, c'est le programme pour demain, mais je fais la bande-annonce pour la prochaine conférence. Et comme les hommes sont tous dans le même problème, on est tous avec une intelligence qui désire plus ou moins subrepticement être autoréférente, mais inconsciemment bien sûr. On est tous le même problème. Donc comment mon intelligence qui se découvrirait ce problème pourrait-elle s'adresser à une autre intelligence du même type? Comment un aveugle peut demander à un autre aveugle de voir? C'est idiot.
Donc on se pose une question, existerait-il une intelligence volonté libre et qui ne soit pas susceptible de se tromper, de faire d'erreur? Autrement dit, une intelligence volonté parfaite. Parfaite jusque dans sa liberté. C'est ce qu'on appelle une divinité. Mais il ne va pas falloir se tromper sur ce que c'est que la divinité. Nous pouvons donc définir la nature humaine par la capacité de recevoir une information que l'expérience du monde ne peut apporter. Et c'est un peu l'intuition de M. Prochance quand il dit ben, « l'homme, il est dans le monde, mais il est hors du monde ». Ah bon, d'où il tire ça? Mais de là, inconsciemment. Cette nature est caractérisée par un nouvel échange, ni chimique, ni psychique, un échange d'intelligence à intelligence. Dans le contrôle des échanges animaux avec apprentissage, il n'y a pas besoin de l'échange des intelligences, mais seulement d'échange des affects, et ça suffit à faire des expériences et à même transmettre des expériences. Et en gros, c'est ce qu'on contente de faire la plupart du temps avec les enfants. Uniquement des échanges d'affects, ce qui le retarde dans leur développement. Moi je dis aux petits-enfants, il faut leur lire la Bible. Alors évidemment, les parents à qui je dis ça, je dis mais ils ne vont rien y comprendre. J'ai dit parce que vous comprenez quelque chose? Mais ils y comprendront peut-être plus que vous. Parce qu'il y a une intelligence plus profonde dans l'homme qu'on imagine, justement. Et cette intelligence est souvent abolie par le bavardage bêtifiant dans lequel nous nageons jour et nuit. Il ne faut pas écouter la télé et je ne sais pas quoi. Hein. Il en résulte déjà une vie sociale assez riche, comme on l'observe chez les grands singes, quand on se contente des affects. J'ai presque terminé. La nature humaine ne peut s'exercer sans le substrat animal. D'où la nécessité d'un cerveau assez gros. Mais on ne peut confondre les conditions d'existence avec l'existence même. Et ça, c'est un principe, un axiome. Ne pas confondre les conditions d'existence avec l'existence. Il faut mettre un peu de clarté dans nos esprits là-dessus. Le substrat animal, muni d'une intelligence capable d'échanger avec une autre intelligence, fournit la matière à un nouvel échange. Et cet échange va être du type de la parole, je l'expliquerai demain. Et ça, c'est un fondement rituel qui va permettre ensuite de comprendre ce que c'est qu'un échange avec la divinité. Ainsi, on peut instrumentaliser son propre corps à travers des gestes et des paroles, ce que je fais en ce moment, pour communiquer d'intelligence à intelligence. Je fais jouer un petit peu les affects de temps en temps, en provoquant quelques rires, mais je parle essentiellement à votre intelligence. C'est-à-dire, je ne cherche pas à jouer sur le plaisir et le déplaisir. Je cherche à jouer sur l'appétit du vrai. C'est tout, dans chacun. Cette instrumentalisation du corps est nécessairement collective. Ce n'est pas d'abord un individu. Et s'exprime dans les différents rituels. Et je montrerai que le rituel le plus fondamental dans l'humanité, c'est la parole. Il faut le démontrer, bien sûr. Or, l'existence et l'exercice rituel de l'échange d'intelligence impliquent le monde invisible des intelligences. Les neurones y sont utiles pour l'instrumentalisation. Il faut bien comprendre que nos neurones sont très utiles, mais ne sont pas le lieu de l'intelligence. C'est le lieu d'instrumentalisation de l'intelligence dans un rituel.
pour pouvoir communiquer. Évidemment, s'il n'y a plus de neurones, on ne peut plus communiquer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'intelligence. Loin de là. Et puis nos chers anges n'ont pas de neurones, apparemment. Et donc, c'est pas des intelligences, si. On ne peut pas communiquer avec eux, mais si. On verra. Les intelligences se découvrent incommunicables en elles-mêmes, sinon par la ritualisation des langages donnant la parole. Les animaux ont des langages, mais des langages affectifs. Ils ne communiquent pas d'intelligence à intelligence. Ils ont même peut-être des communications affectives, sensibles, plus perfectionnées que les nôtres. Les chiens entendent des choses qu'on n'entend pas, les dauphins, je ne sais pas, dans la mer, ont le sixième sens ou je ne sais quoi. Mais oui, pourquoi? Ça ne fait pas que on doive confondre un homme et un animal. Pas du tout. Le contrôle du contrôle suppose une intelligence communiquant avec d'autres intelligences. Il ne peut pas naître individuellement. Autrement dit, je ne peux pas être intelligent tout seul. Je peux faire fonctionner mes neurones, oui. Elles se découvrent toutes, par définition, ces intelligences, faillibles. Mais par définition, puisqu'il s'agit du contrôle, que ce n'est pas programmable, donc je ne peux pas avoir la preuve d'un fonctionnement juste. Même Catherine de Sienne, elle parle avec Jésus, c'est quand même pas mal. Bon. Mais elle dit, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est toi? Jésus lui répond, rien ne peut te le prouver. Bon, on est tranquille. Sauf une chose. Les fruits que ça donnera, notre conversation. D'amour et d'intelligence. Voilà. D'où la nouvelle question. Existe-t-il un contrôle du contrôle parfait et infaillible? C'est ce que tous les hommes ont rêvé comme la divinité unique. Et c'est ce que vient révéler le Messie ressuscité, vrai homme et vrai Dieu, donnant précisément tous les signes de cette réalisation après la résurrection. Je donne qu'un seul signe, il y en a beaucoup d'autres. Jésus traverse les murs quand il est ressuscité. Mais il a le contrôle des déplacements, c'est tout. Nous, non, il faut faire le tour. C'est tout. Il apparaît à qui il veut, quand il veut. Ben nous, non. Si on ne veut pas être vu, il faut se cacher. Et si on veut être vu, il faut se montrer. Physiquement. Lui, il se montre quand il veut, quand il veut. Il a le contrôle parfait des déplacements. Et de la visibilité. Nous, on ne l'a pas. Ce n'est qu'un détail. Il y en a d'autres. La croyance en Dieu cesse d'être une vague superstition, comme disait le professeur Prochians, et devient une théorie vraie de l'homme. Le Christ, je finis par une citation, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. C'est beau, hein? Encyclique Redemptor Hominis de Jean-Paul II, citant, parce qu'il cite, tout le monde se cite beaucoup dans ce monde-là, Gaudium et Spes, qui citait encore d'autres gens, de Vatican II. Je termine là pour ce soir. Donc demain, la suite, qui sera basée sur les acquis d'aujourd'hui, sur le temple de Jérusalem, la différenciation de la nature humaine. Et puis, ça sera la deuxième, et troisième, ça sera Jésus grand prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi il réalise et nous permet de réaliser réellement la nature humaine. Donc, vaste programme. Merci de votre attention.